Le 1er juin 1940, à 7h45, le commandant d'escadre Douglas Bader poussa son Hawker Hurricane à 900 mètres au-dessus de la côte française près de Dunkerque lorsqu'un Messerschmitt Bf 109 apparut droit devant, volant dans la même direction à une vitesse presque identique. Bader avait 29 ans. Il effectuait des missions de combat depuis exactement 4 semaines. 9 ans plus tôt, il avait perdu ses 2 jambes dans un accident d'entraînement qui aurait dû mettre fin à sa carrière pour toujours. Le pilote du Messerschmitt maintint son cap. Aucune manœuvre d'évitement. Bader avait 400 cartouches dans ses mitrailleuses et 300 mètres de ciel vide entre lui et sa première victoire. Le 14 décembre 1931, aérodrome de Woodley près de Reading. Bader avait 21 ans. Une étoile montante du 23e escadron, pilotant des Bristol Bulldogs. Quelqu'un au Reading Aero Club lança un défi, dit que Bader ne pourrait pas faire un tonneau lent en dessous de 150 mètres. Le règlement interdisait la voltige sous 600 mètres. Bader décolla quand même, entama le tonneau à 60 mètres. L'extrémité de l'aile gauche toucha l'herbe. Le Bulldog fit un cheval de bois, explosa à l'impact. Sa jambe droite fut amputée ce jour-là au Royal Berkshire Hospital. Le chirurgien était G. Leonard Joyce. Il dit à la famille de Bader que le jeune pilote succomberait probablement au choc et à la perte de sang. 3 jours plus tard, l'infection s'installa. Ils amputèrent la jambe gauche, l'une au-dessus du genou, l'autre en dessous. L'entrée du carnet de vol de Bader fut brève, écrasé en faisant un tonneau lent près du sol. Mauvais spectacle. Le comité médical de la RAF examina son dossier en mars 32. Leur décision était sans appel. Aucun pilote avec des jambes prothétiques ne pouvait satisfaire aux normes de vol. Bader fut mis à la retraite avec une pension d'invalidité complète. Il avait 21 ans. Sa carrière de pilote était terminée. Pendant 8 ans, Bader travailla pour la Shell Oil Company. Il apprit à marcher avec des prothèses en aluminium et cuir, apprit à conduire une voiture modifiée, joua au golf avec un handicap à un chiffre. Mais il n'arrêta jamais de penser à voler. Quand l'Allemagne envahit la Pologne en septembre 39, Bader appela tous ses contacts à la RAF, tous les commandants qui se souvenaient de lui à Cranwell, au 23e escadron. Il exigea sa réintégration. Le ministère de l'Air dit non, puis peut-être, puis accepta un test médical en vol. Novembre 1939, Central Flying School. Les examinateurs s'attendaient à ce que Bader échoue aux manœuvres de base. Il exécuta de la voltige, loopings, tonneaux, vrilles, procédure de récupération. L'examinateur en chef le jugea exceptionnel. La RAF n'avait pas de règlement pour les pilotes avec jambes prothétiques, car personne n'avait essayé avant. Si le comité médical l'autorisait, il pouvait voler. Ils l'autorisèrent en février 1940. La première affectation de Bader fut le 19e escadron à Duxford, des Spitfire. Il effectua sa première patrouille de combat au-dessus de Dunkerque en mai. Le 1er juin, il repéra le Messerschmitt à 900 mètres, à environ 300 mètres, tira trop haut. L'Allemand continua tout droit. Aucune réaction. Bader corrigea son visée. Tira de nouveau. Les traceurs balayèrent le fuselage du 109. La verrière vola en éclats. Le Messerschmitt vira à gauche et descendit vers la Manche. Première victoire confirmée. 2 semaines plus tard, Bader fut affecté au 242e escadron comme commandant d'escadre par intérim. Le 242 était principalement composé de pilotes canadiens. Ils avaient été malmenés en France, perdu des amis, perdu des avions, revenus en Grande-Bretagne démoralisés et en colère. Leur équipement était inadéquat, pas de pièces de rechange, pas d'outils. Bader envoya un message au quartier général du groupe, 242e escadron opérationnel en ce qui concerne les pilotes, mais non opérationnel, je répète, non opérationnel en ce qui concerne l'équipement. Il refusa le statut de combat tant que les problèmes d'approvisionnement ne seraient pas réglés. Les pièces arrivèrent dans les 48 heures. En juillet 1940, le 242e escadron était prêt au combat. La bataille d'Angleterre avait commencé. Les bombardiers allemands traversèrent la Manche quotidiennement. Les chasseurs Messerschmitt les escortaient. Le 11 juillet, Bader intercepta un bombardier Dornier 17 au large du Norfolk,
tira 2 rafales. Le Dornier disparut dans les nuages, laissant une traînée de fumée. Le 30 août, Bader mena 12 Hurricanes contre 100 avions allemands au-dessus de l'Essex. Son escadron revendiqua 12 avions ennemis détruits. Ne perdit personne. Les jambes artificielles de Bader créèrent un avantage inattendu. Les autres pilotes perdèrent connaissance lors des virages à facteur de charge élevé quand le sang refluait de leur tête. Les jambes en aluminium de Bader ne pouvaient pas drainer le sang. Il restait conscient plus longtemps, virait plus serré. En août 1941, il avait revendiqué 21 victoires confirmées, le 5e meilleur score du Fighter Command. Il était commandant d'escadre à la RAF Tangmer, menant 3 escadrons, effectuant des offensives au-dessus de la France. Les Allemands connaissaient son indicatif. Ils avaient étudié ses tactiques. Et le 9 août 1941, à 9000 mètres au-dessus de l'île, ils étaient prêts pour lui. 9 août 1941, 9 heures. RAF Tangmer. Le commandant d'escadre Bader monta dans son Spitfire Mark 5A, numéro de série W3185, codé DB. Son équipe au sol avait déjà vérifié l'avion. 8 mitrailleuses chargées, réservoir de carburant plein, système d'oxygène fonctionnel. Bader s'attacha, brancha son masque à oxygène, démarra le moteur Merlin. 3 escadrons décollaient ce matin-là, 48 Spitfire au total. Leur mission était une offensive de chasse au-dessus du nord de la France. Le but tactique était simple, traverser la Manche, monter à 9000 mètres, forcer les chasseurs allemands à décoller, les détruire, maintenir les unités de la Luftwaffe occupées en France, au lieu de combattre sur le front de l'Est, où l'Allemagne avait envahi la Russie 2 mois plus tôt. Bader avait effectué ce type de mission exacte 63 fois depuis mars. Le schéma ne changeait jamais. Les chasseurs de la RAF apparaissaient au-dessus de la France. Le radar allemand les détectait. Les escadrons de Messerschmitt décollaient en urgence. Le combat durait 15 minutes. Les 2 côtés revendiquaient des victoires. Les 2 côtés perdaient des avions. L'escadre de Tangmer traversa la côte française à 10h15. La visibilité était parfaite. Pas de nuages. Conditions dangereuses pour un combat aérien. Rien derrière quoi se cacher si l'engagement tournait mal. Bader scrutait le ciel continuellement. Au-dessus, en dessous, derrière. Les Messerschmitt viendraient du soleil. Ils venaient toujours du soleil. À 9000 mètres au-dessus de l'île, il les repéra. 12 BF 109F grimpant depuis le dessous, 1200 mètres en dessous de sa formation. Bader signala la vue à la radio, poussa son Spitfire dans une attaque en piqué. Les mathématiques du combat aérien le favorisaient. Il avait l'altitude, la vitesse, la position. Les Messerschmitt grimpaient encore, n'avaient pas encore repéré les chasseurs britanniques. Bader choisit l'avion allemand de tête, se rapprocha à 200 mètres. Son pouce trouva le bouton de tir. 8 mitrailleuses Browning ouvrirent le feu simultanément. 400 coups par seconde. Le moteur du Messerschmitt explosa dans une gerbe de liquide de refroidissement blanc. Le pilote s'éloigna en virage, laissant une traînée de fumée, endommagé, peut-être détruit. Bader redressa brusquement, chercha une autre cible, en trouva une virant à gauche à 11 heures. Il vira à l'intérieur du rayon de l'Allemand, tira une rafale de 3 secondes. La section arrière du 109 se désintégra. Le pilote s'éjecta. Le parachute s'ouvrit à 8500 mètres. 2 victoires en 90 secondes. Le score total de Bader était maintenant de 23 victoires confirmées. Mais les Messerschmitt restants avaient inversé la situation. Ils avaient vu les Spitfire. Ils viraient pour engager le combat. Le wingman de Bader signala par radio un avertissement. 409 approchant par 7 heures au-dessus. Bader commença son virage de rupture. Puis, quelque chose frappa son avion par derrière. L'impact fut catastrophique. Métal déchiré, câble de commande qui claque. Le Spitfire de Bader tressaillit violemment à droite. Il regarda derrière. Son stabilisateur vertical avait disparu. Une partie du fuselage arrière avait été arrachée. L'avion entra en vrille inversée, le nez vers le bas, accélérant vers les 9000 mètres de vide entre lui et le sol. Bader attrapa la poignée d'éjection de la verrière, tira fort. La verrière s'envola. Le souffle du vent à 480 km par heure le frappa.
Il défit sa boucle de harnais, essaya de se lever. Sa jambe droite ne bougeait pas. Elle était coincée, prise entre le siège et le manche. La vrille avait bloqué sa jambe prothétique dans une position dont il ne pouvait se libérer. 7500 mètres. L'altimètre se déroulait vite. 6000. Bader tira sur sa jambe coincée à deux mains. La prothèse ne bougea pas. 4500 mètres. Il calcula le temps qu'il lui restait. Peut-être 30 secondes avant l'impact. Peut-être moins. Le Spitfire accélérait, tournait plus vite. Bader prit sa décision. Il défit la sangle de cuir supérieure qui maintenait sa prothèse droite à sa cuisse, laissa la jambe artificielle coincée dans le cockpit, se propulsa vers le haut en utilisant seulement la force de ses bras. Le vent à 480 km/h commença à le tirer vers l'extérieur, mais la sangle inférieure était toujours attachée. Il était à moitié sorti du cockpit, à moitié coincé. La force centrifuge de la vrille le tirait vers le siège. 3000 mètres. Bader attrapa la poignée de son parachute, tira. La voile se déploya instantanément. La décélération fut violente. Son corps fut projeté vers le haut. La sangle de cuir restante sur sa jambe prothétique se rompit sous la charge. Bader se sépara de son Spitfire en train de se désintégrer. Il regarda en bas. Sa jambe gauche pendait normalement sous lui. Sa jambe droite s'arrêtait au genou. La prothèse était toujours coincée à l'intérieur du Spitfire W 3185, tombant séparément. À 6 km au sud de l'île, son avion s'écrasa au sol 12 secondes plus tard. L'explosion envoya de la fumée noire à 60 mètres dans les airs. Bader regarda brûler l'épave en descendant sous son parachute. Il avait une jambe prothétique, pas d'armes, pas de kit d'évasion, et il atterrissait en France occupée, où des soldats allemands couraient déjà vers son point de descente. Bader heurta le sol à 11h05. Sa tête frappa la terre. Tout devint noir. Quand il ouvrit les yeux, 2 soldats allemands se tenaient au-dessus de lui. L'un défaisait son harnais de parachute. L'autre fixait la jambe droite de Bader, l'endroit où sa jambe droite aurait dû être. Le soldat dit quelque chose en allemand, pointant la jambe manquante. Bader comprit le ton. Les Allemands pensaient qu'il avait perdu sa jambe dans le crash. Il n'avait aucune idée que ces 2 jambes étaient artificielles. Un véhicule de la Luftwaffe arriva 15 minutes plus tard. 4 soldats hissèrent Bader à l'arrière. Ils roulèrent vers le nord, en direction de Saint-Omer. L'hôpital était un bâtiment scolaire français converti. Murs blancs, croix rouge peinte sur le toit. Le personnel médical allemand y travaillait, soignant des aviateurs de la Luftwaffe blessés. Bader était le seul patient britannique ce jour-là. Le médecin examinateur était un Oberarzt de la Luftwaffe, grade de capitaine. Il vérifia les blessures de Bader. Légère commotion cérébrale, côte froissée sur le côté gauche, éraflure sur les 2 bras. Puis le médecin remarqua la jambe gauche de Bader, la prothèse. Il s'arrêta, appela un interprète, posa des questions. Bader expliqua par l'intermédiaire de l'interprète « Les 2 jambes perdues, 31 décembre, crash de Bristol Bulldog ». Le médecin demanda depuis combien de temps Bader volait avec des prothèses. Depuis février 40, 18 mois d'opération de combat. L'Oberarzt ne le crut pas initialement. Aucune armée de l'air ne permettrait à un double amputé de piloter des chasseurs. Mais le dossier militaire de Bader était dans sa poche d'uniforme. Le médecin le lut. Commandant d'escadre, Distinguished Service Order, Distinguished Flying Cross, barrette aux 2 médailles, commandant de l'escadre de Tangmer, 23 victoires confirmées. Le médecin réalisa qu'il soignait l'un des meilleurs as de la chasse britannique. Il quitta la pièce, revint 30 minutes plus tard avec son officier commandant. L'Oberstleutnant Adolf Galland entra dans la chambre d'hôpital à 13h. Il avait 30 ans. Commodore de la Jagdgeschwader 26. 94 victoires confirmées. Le 3e meilleur as allemand. Galland avait déjà entendu le nom de Bader. Les rapports du renseignement britannique mentionnaient le commandant d'escadre agressif de Tangmer, celui qui menait de grandes formations de chasseurs au-dessus de la France. Mais personne dans le renseignement allemand ne savait pour les jambes prothétiques. Galland regarda la jambe artificielle de Bader, puis l'espace vide où se terminait sa jambe droite. Il parlait assez anglais pour communiquer directement. Demanda ce qui s'était passé, au sujet du crash, au sujet de la prothèse manquante.
Bader expliqua. Jambe droite coincée dans le cockpit. J'ai dû la laisser derrière. L'ouverture du parachute a rompu la sangle. Galland hocha la tête, dit qu'il comprenait, puis demanda de quoi Bader avait besoin. Soins médicaux, nourriture, eau, une jambe de remplacement. Bader dit qu'il avait besoin de la jambe de remplacement pour marcher. Galland dit qu'il organiserait quelque chose, demanda comment contacter la RAF, quel message envoyer. Bader fournit l'information, Galland dit qu'il en parlerait au haut commandement. Il quitta la pièce. Bader ne savait pas si l'offre était sincère. Les officiers allemands étaient généralement corrects et professionnels avec les aviateurs capturés, mais organiser la livraison par l'ennemi d'une jambe prothétique semblait impossible. Cette nuit-là, Galland contacta le quartier général de la Luftwaffe au Touquet, expliqua la situation, demanda la permission d'offrir un passage sûr pour qu'un avion britannique largue des fournitures médicales à un commandant d'escadre capturé. La demande remonta la chaîne, atteignit le général-major Theo Osterkamp, puis le général-feldmarschall Hugo Sperl. Finalement, elle atteignit le Reichsmarschall Hermann Göring à Berlin. Göring lui-même avait été pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale. Il comprenait le lien entre aviateurs, même ennemis. Il approuva la demande le 10 août. Le 11 août, Galland envoya un message par les canaux de la Croix-Rouge adressé au Fighter Command de la RAF, déclarant que le commandant d'escadre Bader était vivant et aux mains des Allemands, qu'il avait besoin d'une jambe prothétique de rechange. La Luftwaffe garantirait un passage sûr pour un avion britannique afin de larguer la jambe par parachute au-dessus de Saint-Omer. Pas de tir anti-aérien, pas d'interception par des chasseurs. Le message incluait des coordonnées, spécifiait une fenêtre de 4 heures le 19 août. Le message atteignit l'Air Vice Marshal Trafford Leigh-Mallory au quartier général du 11e groupe le 12 août. Leigh-Mallory connaissait Bader personnellement, avait travaillé avec lui pendant la bataille d'Angleterre. La demande était sans précédent, un ennemi offrant un passage sûr en temps de guerre. Mais c'était aussi une opportunité. La RAF planifiait un important raid de bombardement sur la centrale électrique de Gosnay, près de Béthune pour la mi-août. Saint-Omer était à 30 km de Béthune. Les bombardiers seraient dans la zone de toute façon. Leigh-Mallory approuva un plan. 6 bombardiers Bristol-Blenheim effectueraient la mission, faisant partie du cirque 81 avec une importante escorte de chasseurs. Les bombardiers largueraient la jambe de rechange de Bader au-dessus de Saint-Omer, puis continueraient vers leur cible principale à Béthune. Les Allemands offraient un passage sûr pour le largage de la jambe. Ils n'offraient pas un passage sûr pour le reste de la mission. Et Leigh-Mallory n'avait aucune intention de gaspiller l'opportunité de frapper une cible stratégique simplement parce que la Luftwaffe se montrait chevaleresque envers un pilote capturé. 19 août 1941, 8 heures, RAF, Watisham. 6 bombardiers, Bristol-Blenheim, roulèrent jusqu'à la piste. Chaque avion transportait une pleine charge de bombes pour la centrale électrique de Gosnay, mais le Blenheim R3843 codé WVF transportait quelque chose en plus, une caisse en bois. À l'intérieur se trouvait une jambe prothétique droite, plus des sangles en cuir, des bandages, des chaussettes, du tabac, du chocolat. Une note attachée à la caisse disait « Au commandant de vol allemand de la Luftwaffe à Saint-Omer, veuillez livrer au commandant d'escadre Bader, prisonnier de guerre de la RAF ». Le sergent-chef Jack Nicholson pilotait le WVF. Il avait 23 ans, originaire de Toronto. Il avait été briefé sur les paramètres inhabituels de la mission. Voler jusqu'à Saint-Omer. Larguer la caisse par parachute. La Luftwaffe avait garanti un passage sûr. Pas de flak, pas de chasseurs. Après le largage, se rendre à la cible principale, la centrale électrique de Béthune, à 30 km au sud-est. S'attendre à une forte résistance là-bas. Les Blenheim traversèrent la côte anglaise à 8h45. L'escorte de chasseurs les rejoignit. 48 Spitfire, 12 Hurricane. La formation monta à 4500 mètres au-dessus de la Manche. Le radar allemand les suivit depuis Calais. Le quartier général de la Luftwaffe au Touquet surveillait le raid entrant. Galland avait briefé ses chasseurs. N'engagez pas avant le largage de la jambe. Ensuite, les procédures de combat standard s'appliquent.
À l'hôpital de Saint-Omer, Bader avait été déplacé dans une chambre avec une fenêtre donnant sur l'aérodrome. Les gardes allemands lui dirent de regarder. La RAF arrivait. Bader ne les crut pas d'abord. Il pensa que c'était de la propagande. Mais à 9h30, il entendit des moteurs d'avion. Plusieurs avions. Il regarda par la fenêtre. 6 bombardiers Blenheim en formation, des chasseurs d'escorte tournoyant au-dessus. Nicholson amena le WF au-dessus de l'aérodrome de Saint-Omer à 900 mètres. Il ouvrit la soute à bombe, largua la caisse en bois. Un petit parachute se déploya. La caisse descendit lentement, atterrit sur l'herbe à côté de la piste principale. Des personnels au sol allemand coururent la récupérer. Les Blenheim se reformèrent, virèrent au sud-est vers Béthune. Galland observa depuis son poste de commandement de l'aérodrome. La jambe avait été livrée. L'accord de passage sûr était complet. Il saisit sa radio, ordonna à ses chasseurs de décoller, d'engager les bombardiers. L'accord couvrait Saint-Omer seulement, pas Béthune. Des Messerschmitt 109 de 3 escadrons décollèrent en urgence, grimpèrent à l'altitude d'interception. L'escorte de chasseurs de la RAF les vit venir. Le combat commença à 4500 mètres au-dessus de Béthune. Les bombardiers atteignirent la centrale électrique de Gosnay à 10 heures. Le temps s'était détérioré. La couverture nuageuse obscurcissait la cible. Les Blenheim ne purent bombarder avec précision. Ils larguèrent leurs charges quand même. La plupart manquèrent leur cible. La centrale subit des dommages mineurs. 3 Blenheim furent endommagés par le flak. Un Spitfire fut abattu. 2 Messerschmitt furent revendiqués détruits. Galland déclara plus tard dans une interview que la RAF avait largué la jambe après avoir bombardé son aérodrome. Il avait tort. Le largage de la jambe eut lieu avant le raid de bombardement, mais les Allemands étaient irrités de toute façon. Les Britanniques avaient utilisé leur geste chevaleresque comme couverture pour une mission de combat. À l'hôpital de Saint-Omer, des ordonnances allemands apportèrent la caisse en bois dans la chambre de Bader, l'ouvrirent. À l'intérieur se trouvait une jambe prothétique droite, un modèle plus récent que celui qu'il avait perdu, des sangles de meilleure qualité. La jambe avait été fabriquée par Dunster Brothers à Londres, la même entreprise qui avait fabriqué les prothèses originales de Bader en 1932. Bader l'attacha, se leva, traversa la pièce. Le médecin allemand regarda, demanda si elle allait bien. Bader dit qu'elle était parfaite. Ce même après-midi, Bader envoya un message par les canaux de la Croix-Rouge. Jambe reçue avec gratitude. 3 mots. La RAF confirma la réception de son message le 21 août. Mais le Fighter Command nota aussi autre chose. La sécurité à l'hôpital de Saint-Omer était étonnamment laxiste. Les fenêtres n'étaient pas barrées. Les gardes tournaient selon des horaires prévisibles, un garde par couloir la nuit. L'hôpital était une installation de détention temporaire, pas un véritable camp de prisonniers de guerre. Bader remarqua les mêmes lacunes de sécurité. Il avait maintenant 2 jambes prothétiques fonctionnelles. Il pouvait marcher, il pouvait grimper, et l'hôpital avait des draps, du coton solide, assez long pour être noués ensemble. Sa fenêtre était au 2e étage, à 6 mètres au-dessus du sol. Devant sa fenêtre, il y avait des terres agricoles, puis des routes menant à l'ouest vers la côte française, vers la Manche, à 25 km. Le 24 août, Bader attacha 4 draps ensemble, fixa une extrémité à son cadre de lit, attendit jusqu'à 2 heures, ouvrit sa fenêtre, laissa tomber les draps, sortit, commença à descendre. Il était à mi-chemin quand un employé de l'hôpital le repéra depuis une fenêtre du rez-de-chaussée, se mit à crier. Les gardes réagirent en moins de 30 secondes. Bader fut ramené à l'intérieur par la fenêtre à 2h15. Les gardes allemands confisquèrent ses draps. Postèrent un second garde devant sa porte. L'administrateur de l'hôpital arriva à 7h. Informa Bader qu'il était transféré. Saint-Omer n'était plus approprié pour un prisonnier qui tentait de s'évader. La Luftwaffe l'envoyait dans un véritable camp de prisonniers de guerre, le Stalag Luft 3 à Sagan, à 500 km à l'est, en Pologne occupée. Le 27 août, Bader fut transporté par train. Des gardes allemands l'accompagnaient. Il arriva au Stalag Luft 3 le 30 août. Le camp contenait environ 2000 prisonniers de la RAF, principalement des équipages abattus au-dessus de l'Europe. Le camp était divisé en compounds.
Chaque compound entouré de doubles barbelés, des miradors à chaque angle. Des projecteurs fonctionnaient toute la nuit. Le commandant du camp était l'Oberst Friedrich Wilhelm von Lindeiner-Wildau. Il dirigeait le camp selon les normes de la Convention de Genève. Nourriture adéquate, soins médicaux, service postal par la Croix-Rouge. Les prisonniers pouvaient recevoir des colis de chez eux. Mais le camp avait aussi des procédures d'évasion établies. Les prisonniers britanniques creusaient des tunnels depuis l'ouverture du camp en avril 41, soudoyaient des gardes, forgeaient des documents, confectionnaient des vêtements civils à partir d'uniformes teints. L'officier supérieur britannique était le Group Captain Harry Day. Day avait volé avec Bader au 23e escadron en 31, avant le crash de Bader. Day se souvint de lui, l'accueillit dans le camp, le briefa sur les plans d'évasion en cours. Bader annonça immédiatement son intention, il s'évaderait. Day expliqua la réalité. Le camp était à 500 km de tout territoire neutre. La Suisse était à 1000 km au sud-ouest, la Suède à 700 km au nord. La Pologne était occupée, l'Allemagne était partout. Les prisonniers qui s'évadaient atteignaient rarement plus de 80 km. La plupart étaient repris dans les 48 heures. Bader dit qu'il essaierait quand même. Les gardes allemands du Stalag Luft 3 avaient appris l'existence de Bader avant son arrivée. Las aux jambes prothétiques qui avait tenté de s'évader de l'hôpital de Saint-Omer 5 jours après avoir reçu sa jambe de rechange. Le commandant décida d'une mesure de sécurité. Chaque nuit à 22 heures, des gardes entraient dans le baraquement de Bader, confisquaient ses 2 jambes prothétiques, les rendaient à 6 heures le lendemain matin. Bader ne pouvait pas marcher pendant la nuit, ne pouvait pas participer aux travaux de tunnel, ne pouvait pas atteindre les barbelés. Mais Bader trouva d'autres façons d'être utile. Il aida à forger des documents. Les prisonniers britanniques avaient établi une opération de falsification de documents. Permis de voyage allemand, papier d'identité, permis de travail. Les faussaires avaient besoin de références, d'exemples de documents allemands authentiques. Bader parla avec d'autres prisonniers, recueillit des informations sur les procédures administratives allemandes, les horaires de train, les schémas de rotation des gardes. En octobre 41, un prisonnier nommé Bill H. proposa un plan d'évasion. H. s'était procuré un diagramme d'un cockpit de Messerschmitt 110, ainsi que des instructions pour démarrer les moteurs et les procédures de vol. Il existait un aérodrome d'entraînement allemand à Gleiwitz, à 250 km au sud-est. L'aérodrome avait des Messerschmitt 109. Si 2 prisonniers pouvaient atteindre Gleiwitz, voler un avion, ils pourraient s'envoler vers la Suède ou la Suisse. Le plan nécessitait d'être affecté à une corvée de travail. Les prisonniers britanniques étaient parfois envoyés en mission de travail à l'extérieur du camp, construire des routes, défricher des forêts sous la surveillance de gardes. Mais les gardes tournaient. Certains étaient moins vigilants que d'autres. H proposa d'échanger leur place avec 2 prisonniers affectés à la corvée de Gleiwitz en utilisant des papiers forgés, des uniformes allemands volés pièce par pièce au fil des mois. Bader se porta immédiatement volontaire. H dit que le plan avait des problèmes. Gleiwitz était à 250 km. Le Messerschmitt 109 avait un rayon d'action de 400 km, pas assez pour atteindre la Suède depuis Gleiwitz, à peine assez pour atteindre la Suisse s'il volait vers le sud-ouest et évitait tout l'espace aérien allemand, ce qui était impossible. Bader dit qu'il devrait essayer quand même. Le 3 novembre, la corvée de travail partit pour Gleiwitz. 20 prisonniers britanniques, 4 gardes allemands. H et Bader avaient échangé leur place avec 2 prisonniers légitimes. Leurs papiers forgés les identifiaient comme des flight lieutenants de la RAF affectés à la construction de routes. Les gardes vérifièrent les papiers à la porte, les laissèrent passer. Le groupe monta à bord d'un camion de transport, roula vers le sud-est en direction de Gleiwitz. Ils arrivèrent à Gleiwitz le 4 novembre. L'aérodrome d'entraînement allemand était à 5 km du camp de travail. H et Bader pouvaient voir des avions au loin. Mais quand ils atteignirent le périmètre de l'aérodrome, ils découvrirent un problème. Pas de Messerschmitt 109F. L'aérodrome avait des Messerschmitt 109E. Un modèle antérieur, rayon d'action de 400 km, pas assez pour atteindre un pays neutre depuis leur position. H et Bader discutèrent des options.
Voler l'avion quand même, voler vers l'ouest, espérer atteindre les lignes alliées avant que le carburant ne s'épuise. Mais les défenses aériennes allemandes couvraient l'ouest de la Pologne. Des stations radars, des batteries de flak, des escadrons de chasseurs, 2 pilotes britanniques dans un Messerschmitt volé ne dureraient pas 30 minutes. Ils décidèrent d'abandonner, de retourner au camp de travail, d'attendre une autre opportunité. Mais le 5 novembre, le désastre frappa. Un inspecteur allemand visita le Stalag Luft 3. Une vérification de routine. Il examina les listes de prisonniers, remarqua 2 prisonniers manquants dans le baraquement de Bader, ouvrit une enquête, découvrit l'échange, envoya un message à Gleiwitz. H et Bader furent identifiés en quelques heures. La police militaire allemande arriva au camp de travail de Gleiwitz le 6 novembre, arrêta H et Bader, les ramena au Stalag Luft 3 sous escorte armée. Le commandant von Lindeiner était furieux. Les papiers forgés étaient sophistiqués. L'échange d'identité avait contourné de multiples points de contrôle de sécurité. Les procédures de contrôle des documents du camp avaient complètement échoué. Bader fut mis à l'isolement. 10 jours, punition standard pour tentative d'évasion. Cellule de 2,5 mètres sur 2. Une fenêtre, un lit, un seau. Nourriture livrée 2 fois par jour. Pas de livres, pas de contact avec les autres prisonniers. Les gardes allemands continuèrent à retirer ses jambes prothétiques chaque nuit. Mais von Lindeiner ajouta de nouvelles restrictions. Après sa sortie de l'isolement, Bader serait sous surveillance constante. Des gardes l'accompagneraient au repas, aux périodes d'exercice, aux latrines. Le 16 novembre, Bader fut libéré dans la population générale. La surveillance dura 3 jours. Puis les gardes relâchèrent les procédures. Trop de prisonniers, pas assez de gardes. En une semaine, Bader se déplaçait librement dans le compound, rencontrant des membres du comité d'évasion, planifiant les prochaines tentatives. Les prisonniers britanniques du Stalag Luft 3 avaient 3 projets de tunnels actifs en novembre 41. Tom, Dick, Harry. Tom commençait dans le baraquement 123, Dick dans le 122, Harry dans le 104. Chaque tunnel était à 9 mètres de profondeur sous les équipements de détection sonore allemands. Les tunneliers travaillaient par équipe, creusant avec des outils volés, étayant les parois avec des planches de lit, évacuant le sable dans des jardins sous les latrines, mélangé à de la terre légitime. Bader ne pouvait pas creuser. Ses jambes prothétiques rendirent le travail dans les tunnels impossible. Trop confiné, trop de reptation. Mais il travaillait aux opérations de surface, surveillait les gardes, chronométrait les horaires de patrouille, distribuait des papiers forgés. En décembre 41, les Allemands découvrirent Tom. Les gardes trouvèrent l'entrée lors d'une inspection surprise, inondèrent le tunnel, arrêtèrent 15 prisonniers impliqués dans l'opération. Mais Dick et Harry restèrent non découverts. L'hiver arriva. Les températures tombèrent en dessous de 0. Le travail dans les tunnels ralentit. Le sol gelé était plus difficile à creuser. L'évacuation du sable devint difficile. La neige révélait les traces, les creusements frais. Le comité d'évasion décida de suspendre les opérations majeures jusqu'au printemps. Se concentrer plutôt sur la préparation, forger des documents, rassembler des vêtements civils, étudier les horaires de train. En mars 42, Bader fut informé d'un transfert. Le haut commandement allemand avait examiné son dossier. 5 tentatives d'évasion en 7 mois. Hôpital de Saint-Omer, Gleiwitz, 3 tentatives infructueuses au Stalag Luft, 3 détectées au stade de la planification. La Luftwaffe le classa comme risque d'évasion persistant. Il était envoyé dans un établissement de haute sécurité, l'Oflag 4C, connu des prisonniers sous le nom de château de Colditz. Colditz était situé en Saxe, à 130 km au sud de Berlin. Le château se trouvait sur une falaise au-dessus de la rivière Mulde. Construit à l'époque médiévale, ses murs avaient plus de 2 mètres d'épaisseur. Les fenêtres étaient embarrées. Le ratio garde/prisonnier était de 1 pour 1, le plus élevé de tous les camps allemands. Les prisonniers envoyés à Colditz étaient des hommes qui s'étaient évadés d'autres camps, qui avaient tenté de s'évader plusieurs fois, qui étaient jugés trop dangereux pour les installations standards. Bader arriva à Colditz le 2 avril 1942. Le château contenait environ 200 prisonniers, britanniques, français, polonais, hollandais, belges, tous des évadés persistants. L'officier supérieur britannique était le colonel Willie Todd.
Il informa Bader de la sécurité du château. Les gardes patrouillaient continuellement. Les appels nominaux avaient lieu 4 fois par jour. Fouilles aléatoires, inspection de cellules aléatoires. Les prisonniers surpris en train de tenter de s'évader faisaient face à un transfert immédiat vers des camps de punition en Allemagne même. Mais les prisonniers de Colditz étaient ingénieux. Ils avaient construit un planeur dans le grenier, prévoyant de le lancer depuis le toit, de voler au-dessus de la rivière, d'atterrir en territoire neutre. Des ingénieurs calculèrent la vitesse de lancement, le taux de planer, la distance d'atterrissage. Le projet était à des mois de son achèvement. Nécessitait un secret absolu. Les gardes allemands n'entraient jamais dans le grenier. Trop d'escaliers, trop isolés. Bader rencontra l'équipe du planeur en mai 42, offrit son expertise. Il avait piloté des planeurs pendant l'entraînement de la RAF en 29, comprenait l'aérodynamique, les coefficients de portance, les vitesses de décrochage. L'équipe accueillit favorablement sa contribution, mais le planeur ne serait pas prêt avant l'automne au plus tôt. Bader décida de tenter d'autres méthodes d'abord. En juin 42, Bader se joignit à un projet de tunnel partant du sous-sol de la chapelle, creusant vers le mur extérieur. Le tunnel était à 6 mètres de profondeur, 12 mètres de long, il restait 2,5 mètres pour atteindre l'extérieur du mur. Mais le 8 juillet, des gardes allemands le découvrirent lors d'une inspection de routine, arrêtèrent 12 prisonniers. Bader ne fut pas pris car il travaillait aux opérations de surface ce jour-là. Le commandant allemand convoqua une assemblée spéciale, annonça de nouvelles mesures de sécurité. Toutes les entrées de tunnel seraient scellées avec du béton. Le sous-sol de la chapelle serait fermé définitivement. Les prisonniers auraient des rations réduites pendant 2 semaines comme punition collective. Et Bader, spécifiquement, serait déplacé dans une cellule plus sécurisée. Des gardes vérifièrent sa cellule 2 fois par jour, à des moments imprévus, à intervalles aléatoires. Bader passa les 3 années suivantes à Colditz, fit 4 autres tentatives d'évasion. Toutes furent détectées avant exécution. Au printemps 45, l'Allemagne s'effondrait. Les armées alliées avancèrent de l'ouest et de l'est. Les forces soviétiques approchèrent depuis la Pologne. Les forces américaines depuis la France. Le 16 avril 1945, les troupes américaines de la première armée atteignirent Colditz. 16 avril 1945, 9 heures. Château de Colditz. Les prisonniers entendirent des tirs d'artillerie au loin. Les canons américains se rapprochaient. Les gardes allemands abandonnèrent leur poste tout au long de la matinée. À midi, seul le commandant et 3 gardes restaient. À 14 heures, des chars Sherman américains arrivèrent aux portes du château. Première armée, 69e division d'infanterie. Les portes s'ouvrirent, 200 prisonniers sortirent. Bader traversa la cour du château à 14h30, la première fois depuis 3 ans. Les soldats américains regardèrent sa démarche, le pas distinctif, les jambes artificielles. Un lieutenant américain demanda depuis combien de temps il était prisonnier. 3 ans et 9 mois depuis août 41. Le lieutenant demanda pour ses jambes. Perdues en 31. Je vole depuis 40. Le lieutenant ne le crut pas jusqu'à ce que d'autres prisonniers britanniques confirment l'histoire. Les Américains transportèrent les prisonniers libérés vers des centres de traitement dans l'ouest de l'Allemagne. Bader atteignit les lignes américaines le 18 avril. Des officiers de liaison britanniques l'y rencontrèrent, vérifièrent son identité, organisèrent le transport vers l'Angleterre. Le 22 avril, Bader atterrit à la RAF Northolt, 3 ans et 9 mois après avoir été abattu. Il avait 34 ans. La RAF l'interrogea pendant 2 jours, lui demanda des informations sur les camps de prisonniers allemands, les procédures de sécurité, les rotations des gardes, les emplacements des tunnels. Bader fournit des informations détaillées sur le Stalag Luft 3, sur Colditz, sur le traitement des prisonniers par les Allemands. Les officiers chargés du débriefing documentèrent tout. Mais ils lui dirent aussi quelque chose d'inattendu, il était célèbre. Pendant qu'il était emprisonné, la presse britannique avait publié son histoire. L'as sans jambes qui avait abattu 23 Allemands, qui avait été abattu lui-même, qui s'était évadé plusieurs fois. Le public connaissait son nom. En juin 45, la RAF organisa un défilé aérien de la victoire au-dessus de Londres. 300 avions commémorant la bataille d'Angleterre, célébrant la victoire en Europe. L'air vice-marshal Lee Mallory choisit Bader pour mener la formation. Bader volerait à la tête de 300 avions au-dessus du centre de Londres.
15 juin 1945, 15 heures. Bader décolla de Duxford dans un Spitfire Mark IX. Derrière lui, 300 chasseurs se formèrent. Hurricane, Spitfire, Typhoon, Tempest. La formation vola vers le sud, atteignit Londres à 16 heures. Bader les mena au-dessus de Buckingham Palace, au-dessus de Westminster, au-dessus de la Tamise. Des milliers de personnes regardaient, agitant des drapeaux, acclamant. La guerre en Europe était terminée depuis 5 semaines. L'Allemagne avait capitulé. Hitler était mort. Le défilé aérien était la célébration de la victoire de la Grande-Bretagne, et un pilote sans jambes, qui n'aurait pas dû voler du tout, le menait. En février 46, Bader quitta définitivement la RAF. Il avait 35 ans, avait servi 6 ans, combattu de 40 à 41, était prisonnier de 41 à 45. La RAF lui offrit un poste d'état-major, commandement de l'entraînement, travail administratif. Bader refusa. Il en avait assez de la vie militaire, assez de la guerre. Il retourna à la Shell Oil Company, la même entreprise qu'il avait employée de 32 à 39. Shell le nomma directeur général de Shell Aircraft Limited, la division aviation d'entreprise. Il pilotait leurs avions, gérait leurs opérations aériennes, faisait des voyages promotionnels autour du monde. Mais Bader se concentra aussi sur le travail de défense des intérêts des amputés, des anciens combattants handicapés. Il rejoignit Blesma, l'association des anciens combattants sans membres britanniques, devint administrateur, parla lors d'événements, visita des hôpitaux, rencontra des anciens combattants nouvellement handicapés, leur raconta son histoire, leur montra ses jambes artificielles, leur démontra que le handicap ne signifiait pas l'incapacité. Il répétait la même chose, une personne handicapée qui se bat n'est pas handicapée, mais inspirée. En 1954, l'auteur Paul Brickhill publia Reach for the Sky, la biographie de Bader. Le livre devint immédiatement un best-seller en Grande-Bretagne. 2 ans plus tard, il fut adapté au cinéma. L'acteur Kenneth More joua Bader. Le film porta l'histoire de Bader à des millions de personnes, fit de lui un héros national. Mais il le reconnecta aussi avec quelqu'un de son passé. Adolf Galland avait survécu à la guerre, s'était rendu aux forces américaines en mai 45. Après la guerre, il était retourné à la vie civile en Allemagne. En 1953, Galland voyagea en Grande-Bretagne, rencontra Bader à Londres. Leur rencontre fut cordiale, professionnelle. Ils discutèrent de leurs expériences respectives, de la guerre, des tactiques de chasse, des camps de prisonniers. Ils découvrirent qu'ils avaient tous deux volé les mêmes jours, dans le même espace aérien. Peut-être s'étaient-ils rencontrés au combat sans le savoir. La rencontre commença une amitié qui dura des décennies. Galland visita régulièrement la Grande-Bretagne. Bader voyagea en Allemagne. Ils apparurent ensemble lors d'événements aéronautiques, de meetings aériens, de rassemblements d'anciens combattants, d'anciens ennemis qui se respectaient. En 1976, Bader fut fait chevalier. Sir Douglas Bader, reconnaissance pour son travail de défense des intérêts des handicapés. Mais en 1982, la santé de Bader déclinait. Problèmes cardiaques, décennies de tensions dues à la marche avec des jambes prothétiques, portant son poids corporel sur des moignons et des sangles. Le 5 septembre 1802, Bader assista à un dîner au Guildhall de Londres en l'honneur du marshal Arthur Harris, chef du Bomber Command. Bader mourut cette nuit-là, crise cardiaque. Il avait 72 ans. Les funérailles de Bader eurent lieu le 15 septembre 1982. RAF Hendon. Des centaines de personnes assistèrent. Officiers de la RAF, anciens pilotes du 242e escadron, vétérans de Colditz, représentants de Blesma. Adolf Galland envoya une couronne d'Allemagne, incapable d'assister en raison de son âge et de sa santé, mais il envoya un message. Il disait simplement « Un grand pilote de chasse, un plus grand homme ». L'héritage de Bader s'étendait au-delà de son palmarès de combat. 23 victoires confirmées, 5e meilleur score de la RAF dans la bataille d'Angleterre. Commandant d'escadre à 30 ans. C'étaient des statistiques impressionnantes, mais ce n'était pas ce qui le rendait important. Ce qui le rendait important, c'était ce qu'il avait prouvé. Que le handicap n'était pas une disqualification.
que la détermination pouvait surmonter la bureaucratie, qu'un homme avec 2 jambes artificielles pouvait surpasser des hommes aux membres naturels. La RAF l'avait rejeté en 32. Règlements médicaux, aucune exception possible. Mais quand la guerre vint, quand la Grande-Bretagne eut besoin de tous les pilotes, ces règlements changèrent. Pas parce que les règlements étaient mauvais, mais parce que Bader prouva qu'ils étaient incomplets. Il démontra que le handicap physique n'équivalait pas à l'incapacité, que les jambes prothétiques n'empêchaient pas les manœuvres à facteur de charge élevé, n'empêchaient pas le vol acrobatique, n'empêchaient pas l'efficacité au combat. D'autres amputés suivirent de son chemin pendant la guerre, après la guerre. Des pilotes qui avaient perdu des membres au combat, à qui on avait dit que leur carrière de pilote était terminée, qui montrèrent l'exemple de Bader, disant que s'ils pouvaient voler, ils pouvaient voler. La RAF reconsidéra ses politiques, évalua les cas individuellement. Certains pilotes amputés reprirent du service. Pas tous, mais plus que ceux qui auraient été autorisés avant Bader. Ces tentatives d'évasion inspirèrent des prisonniers dans tous les camps allemands. Pas parce que la tentative réussissait, la plupart échouaient, mais parce qu'il essayait. 5 mois après avoir perdu sa jambe droite dans l'éjection, il grimpait par les fenêtres avec des draps. 6 mois plus tard, il tentait de voler un avion allemand. Les Allemands confisquaient ses jambes chaque nuit. Il continuait d'essayer quand même. Les prisonniers de Colditz l'appelaient têtu, obstiné, impossible à décourager. C'étaient des compliments. Après la guerre, son travail de défense des intérêts toucha des milliers de personnes, membres de Blesma, patients hospitaliers, anciens combattants nouvellement handicapés. Il leur rendait visite, leur montrait ses prothèses, marchait sans canne, démontrait ce qui était possible. Son message était cohérent. Le handicap n'est limitant que si vous acceptez les limites. Battez-vous, adaptez-vous, surmontez. Message simple, mais venant d'un homme qui avait perdu ses 2 jambes à 21 ans et qui menait encore 300 avions au-dessus de Londres à 34 ans, le message avait du poids. La fondation Douglas Bader poursuit son travail aujourd'hui, accorde des subventions aux personnes handicapées, finance des équipements de mobilité, soutient l'indépendance. La fondation a aidé des milliers de personnes depuis sa création. Des porte-avions, des écoles et des bâtiments publics portent son nom. RAF Bader House à Cranwell. Des rues dans des villes britanniques. Ses jambes artificielles sont exposées au RAF Museum à Stafford, non ouvertes au public, mais préservées comme artefacts historiques. Les historiens militaires débattent de ses contributions tactiques. La controverse du Big Wing, de savoir si les formations de chasseurs massés étaient plus efficaces que les escadrons dispersés pendant la bataille d'Angleterre. Mais le débat passe à côté de l'essentiel. Bader apporta un leadership agressif quand la Grande-Bretagne en avait désespérément besoin. Il prit des pilotes canadiens démoralisés et construisit un escadron d'élite. Il mena des offensives quand la doctrine était défensive. Il força la Luftwaffe à garder des chasseurs en France au lieu de les envoyer en Russie. Son histoire révèle ce qui est possible quand quelqu'un refuse d'accepter les limites. La RAF a dit qu'il ne pouvait pas voler. Il a volé. Les médecins ont dit que les doubles amputés ne pouvaient pas supporter le combat à facteur de charge élevé. Il a viré plus serré que les pilotes valides. Les Allemands ont dit qu'ils ne pouvaient pas s'évader. Il a essayé 5 fois. Douglas Bader a prouvé que des jambes en fer pouvaient abattre des Messerschmitt, qu'un homme radié à 21 ans pouvait mener des escadres de chasse à 30 ans. Il n'a pas laissé le handicap le définir. Il a laissé l'action le définir.